Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, reprise des classes ce matin sur toute l'étendue du territoire national. C'est la rentrée scolaire 2021-2022. Pour s'en convaincre, membres du gouvernement, autorités préfectorales et municipales ont fait le tour de plusieurs écoles et collèges du département du littoral. Le nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie, André Okulola, était ce matin au cabinet du président du Conseil économique et social. Le point des échanges c'est dans un instant. Et puis, une nouvelle alliance fait réagir la Corée du Nord qui évoque à travers son chef suprême des actes extrêmement indésirables et dangereux qui vont troubler l'équilibre stratégique dans la région Asie-Pacifique et vont déclencher une course à l'armement nucléaire. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, une délégation des ministres de trois ordres de l'enseignement conduite par le ministre d'État chargé du plan et du développement a effectué une tournée ce matin dans le cadre de la reprise des classes dans le département de l'Atlantique et du littoral. Maury Arnaud Agua. Composé des ministres Salimane Karimou des enseignements maternels et primaires, Kwaro Yves Tchabi des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et Léonore Ladécan de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cette délégation, conduite par le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, s'est rendue au complexe scolaire de Godomé-Togoudou pour le constat de l'effectivité du démarrage de la rentrée des classes. Après avoir prodigué sur place des conseils aux écoliers, la délégation s'est ensuite rendue à Dékoumbé, au complexe scolaire Saint-Georges, où une classe de CM2 et de terminale ont été visitées. Ce fut le tour du lycée Koulibaly de Cotonou, où une salle de fabrication des pièces a été visitée. À toutes ces étapes, le ministre Salimane Karimou a donné des instructions. Pendant les activités pédagogiques, l'enseignant baisse le masque. Mais il reste à distance des apprenants. Alors, si les enfants sont en activité et il doit pouvoir circuler pour voir, il remet son masque. Ok. Mais on lui évite de baisser le masque parce qu'il doit être audible. Pour que les enfants puissent entrer. Et c'est valable pour tous les cours. Ok. Vous, les directeurs, veillez à cela. Au thème de cette tournée, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a exprimé sa satisfaction. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons pu constater aussi bien à Calavi qu'à Cotonou que la rentrée effective, les élèves sont là. On a vu même des classes relativement pleines. C'est donc avec enthousiasme que beaucoup de jeunes apprenants sont revenus dans leurs établissements scolaires. Nous avons pu la semaine dernière avec les syndicats examiner les conditions de préparation de la rentrée. Et c'est donc une confirmation pour nous de constater que toutes les conditions mises en place par le gouvernement en faveur des apprenants, en faveur des établissements, en faveur des enseignants, ont pu permettre cette bonne rentrée. Le ministre d'État souhaite obtenir cette année des résultats aussi bons que l'année dernière. Nous investissons beaucoup dans cette éducation. Le gouvernement a engagé des réformes très importante, notamment dans la stratégie sur la formation professionnelle et scientifique. Et donc, je viens avec les ministres constater que tout ça est en train de prendre corps et que nous allons probablement, en tout cas nous l'espérons, avoir à la fin de cette année scolaire des résultats aussi bons que l'année dernière. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a exhorté les acteurs du système éducatif à continuer les efforts qui permettent d'avoir d'excellents résultats. Le préfet du département du littoral et le maire de la commune de Cotonou étaient également dans plusieurs écoles et collèges du littoral pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2021-2022. Une occasion pour les deux autorités de lancer officiellement les activités scolaires. Les précisions, c'est avec Samson Oké. Pendant 3 mois, la petite école a dormi. Ce 20 septembre, elle a rouvert ses portes. Et pour s'en convaincre,
Le préfet du département du Littoral et le maire de la ville de Cotonou, accompagnés d'une forte délégation, ont parcouru plusieurs établissements scolaires publics et privés. Première étape, le complexe scolaire Akpakpa Nord. C'est ici que s'est déroulée la cérémonie officielle de la reprise des classes. Je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne rentrée. Vous êtes bien reposés. Aujourd'hui, vous reprenez les classes. Nous ferons ce qui est en notre pouvoir, en notre devoir, pour que vous puissiez travailler dans de très bonnes conditions. Les dispositions au plus haut niveau ont été prises. Nous travaillerons d'arrache-pied avec vos autorités pour que les conditions, au fur et à mesure, dans la commune de Cotonou s'améliorent. Du complexe scolaire Akpakpa Nord à celui de Gbeto Sud, en passant par le collège catholique Père Pierre et le lycée Koulibaly de Cotonou, les mesures prises contre la propagation du coronavirus sont identiques. Les premières dispositions, c'est que le gouvernement a pris conscience de cette recrudescence de pandémie et donc a réactivé les mesures de protection qui ont été prescrites par un communiqué. Et en ce qui concerne les enfants, évidemment, c'est des dispositions qui ont été prises pour qu'il y ait des masques pour les enfants et les apprenants, le lavage systématique des mains à l'eau, au savon, au gel hydroalcoolique, les recommandations de vaccination pour les adultes, ce qui limite les risques de propagation aux enfants. Dans la plupart des écoles parcourues par la délégation, les cours ont effectivement démarré, ce qui annonce une année scolaire apaisée. Et puis à la veille de cette rentrée, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a exhorté les acteurs du système éducatif à une conscience professionnelle. Il a rappelé les dispositions prises par le gouvernement pour la réussite de l'année scolaire avant de leur souhaiter une bonne rentrée. Suivez ici un extrait de ses propos. À mes chères enseignantes et enseignants, je sais d'ores et déjà, comme par le passé, compter sur votre abnégation et votre souci permanent de développer les compétences et surtout de comprendre que le temps scolaire n'est pas une denrée sur laquelle on agirait à volonté sans porter un coup néfaste à la qualité du processus enseignement, apprentissage, évaluation. Je vous exhorte donc à continuer de jouer votre rôle combien prépondérant pour que les nombreux investissements que le gouvernement du président Patrice Talon fait dans l'éducation comblent les attentes de tous. À vous, chers petits-enfants de nos écoles maternelles, chers écoliers et écolières, et chers élèves, pendant toute l'année scolaire qui démarre demain, soyez obéissants, ponctuels, assidus et travailleurs pour que votre droit à l'éducation soit une source de motivation pour vos enseignants afin de leur permettre de dérouler correctement toutes les activités pédagogiques. Ainsi, ils vous feront acquérir le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. À vous, partenaires techniques et financiers de l'éducation, par ma voix, recevez les remerciements du gouvernement pour les appuis sans cesse renouvelés que vous apportez à notre pays dans l'atteinte d'une éducation universelle de qualité. Je puis vous rassurer de notre engagement au renforcement de nos liens. Les précieuses contributions que vous apportez ont permis de redorer le blason du système éducatif et ont permis d'atteindre certaines cibles. Les autres ministres chargés de l'éducation et moi-même veillerons chacun, en ce qui le concerne, à poursuivre ensemble le partenariat pour que les autres défis soient relevés
au grand bonheur de la communauté scolaire. Et puis, le nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie, André Okulola, a été reçu en audience ce matin par le président du Conseil économique et social. L'ex-député est allé recueillir les conseils du président de l'institution, comme le recommande la tradition républicaine. Voici ce qu'il a confié à la presse à sa sortie d'audience. Il est au micro de Clémence Tournoucroix. Le Conseil économique et social, c'est une institution importante de la République. Et dans ce sens, dans le monde, parce que ça existe aussi dans les autres pays, et dans le sens donc de la coopération entre le Bénin et la Russie. Donc cette institution, celle qui existe au niveau de la Russie, je dois m'atteler à consolider les relations entre les deux institutions, dans le sens de pouvoir bouger les lignes, afin que véritablement que le Conseil économique et social du Bénin et celui donc de la Russie puissent coopérer pour que nos deux peuples, que ce soit le peuple du Bénin et de la Russie, qu'on puisse échanger dans le sens donc de la diplomatie que nous avons appelée aujourd'hui diplomatie de développement, pour que les choses puissent aller dans le sens du bien-être de nos populations. Et surtout que je profite de dire que je suis heureux quand le président me disait ce matin que le Conseil économique et social a gagné un prix dans le cadre donc de cette association mondiale donc du Conseil économique et social, et où, à Moscou, qu'il a reçu le prix. Donc c'est une très bonne chose et je profite pour lui présenter les félicitations. Ça veut dire que notre Conseil économique et social a déjà fait donc un grand pas où il est reconnu aujourd'hui dans le monde. Je ne peux qu'accompagner ça pour que dans le sens donc de la coopération entre les deux peuples, entre les deux pays, que nous pouvons redynamiser les choses afin que les choses aillent mieux. Voilà pourquoi, avec les missions spécifiques que j'ai eues auprès du président, dès que je rentrerai à Moscou, je vais prendre contact avec son homologue russe et chercher à pouvoir dérouler par une feuille de route tout ce qu'il m'a dit ce matin comme mission, afin que les choses aillent mieux. Actualité en dehors du Bénin, législative risquée au Canada pour Justin Trudeau. Les Canadiens ont été aux urnes aujourd'hui, un scrutin anticipé au cours duquel les électeurs pourront offrir un troisième mandat au premier ministre libéral ou préférer l'alternance au pouvoir. Le pari de Justin Trudeau était-il trop ambitieux? À la tête d'un gouvernement minoritaire depuis 2019, le Premier ministre canadien choisit il y a un peu plus d'un mois de dissoudre le Parlement pour déclencher des élections anticipées. Il a alors un objectif en tête, convertir sa majorité relative en majorité absolue afin de pouvoir gouverner comme il l'entend. Je vous demande d'appuyer un gouvernement progressiste et ambitieux, un système de santé fort, du logement abordable, un environnement protégé. Faites-vous entendre, avançons ensemble. Mais cette stratégie risque de tourner au vinaigre. Incomprise par de nombreux Canadiens, cette dissolution pourrait en fin de compte se retourner contre Trudeau. Au coude à coude dans les sondages avec son principal adversaire conservateur, Erin O'Toole, le Premier ministre essuie une pléiade de critiques à propos de son bilan. Accusé notamment de ne pas tenir ses engagements sur le plan environnemental, il a dû faire face à la remise en cause de sa politique dans plusieurs domaines, dossier afghan, gestion de la pandémie ou encore l'économie du pays. L'économie est en déclin, la confiance des entreprises est en déclin et l'inflation augmente. Les conservateurs du Canada ont un plan pour remédier à cela. Qu'a-t-il fait? Pire que rien, pire. Il a viré dans les attaques personnelles, les vidéos trompeuses divisant les Canadiens à l'américaine, les attaques trompeuses dans une élection qu'il a déclenchée uniquement pour le bien-être du Parti libéral du Canada. Justin Trudeau a eu l'occasion de se défendre à plusieurs reprises. La réalité que M. O'Toole n'a jamais comprise, c'est qu'on ne peut pas avoir une économie forte sans s'attaquer au changement climatique. Et vous demandez comment nous allons convaincre le quart des Canadiens qui ne pensent toujours pas que le changement climatique est réel? M. O'Toole ne peut même pas convaincre ses propres troupes
de la réalité du changement climatique, car ils ont voté contre. En convoquant ces élections, l'homme âgé de 49 ans s'expose également à un risque majeur, être contraint d'abandonner son poste de Premier ministre. En Allemagne, à une semaine des élections fédérales, les Verts et les sociaux-démocrates se rapprochent. C'est ce qu'on retient du dernier débat d'hier soir entre les candidats à la chancellerie. Dernière ligne droite dans la course à la chancellerie. Lors du dernier face-à-face médiatique entre les candidats des trois principaux partis, la représentante des Verts a tenu à réaffirmer l'importance du scrutin législatif face aux enjeux de la crise climatique. Je suis pour un véritable changement qui ne fait plus les choses à moitié en matière de protection du climat. Une politique qui place enfin les enfants et les familles au centre et une politique étrangère guidée par les droits de l'homme au cœur de l'Europe. Annalena Baerbock, particulièrement offensive ce dimanche soir, et pas seulement sur la question climatique. L'élu des Verts s'en est pris à plusieurs reprises à son rival de la CDU, Armin Laschet. Déjà à la traîne dans les sondages, le candidat du parti d'Angela Merkel s'est montré peu convaincant lors de ce troisième et dernier débat télévisé. La véritable décision directionnelle qui est en jeu maintenant est la suivante. Y aura-t-il une alliance rouge-rouge-verte? De nombreuses positions que nous avons entendues aujourd'hui s'accordent également avec le parti de gauche. Ou y aura-t-il un gouvernement dirigé par la bourgeoisie? Telle est la décision et c'est pourquoi je me bats pour que la CDU devienne le parti le plus fort. D'après la presse allemande, cette dernière confrontation a été remportée par Olaf Scholz. Le sociodémocrate n'a pas semblé déstabilisé par les critiques en répondant avec calme et sérénité. Le représentant du SPD ouvre également la porte à une coalition avec les Verts au sein du prochain gouvernement. De nombreux citoyens peuvent imaginer que je serai le prochain chef de gouvernement, le prochain chancelier. Bien sûr, cela fonctionnera mieux si le SPD obtient un très bon résultat. Et par ailleurs, je ne veux pas cacher que je préférerais bien sûr former un gouvernement avec les Verts. Tout reste à faire donc dans la course à la chancellerie. Les derniers sondages donnent Olaf Scholz vainqueur avec 25 à 26% des voix. Armin Laschet remporterait entre 20 et 22% des suffrages, alors qu'Annalena Baerbock se voit attribuer entre 15 et 17% des intentions de vote. Pour autant, selon l'Institut Allensbach, 40% des électeurs allemands ne savent toujours pas pour qui ils voteront le week-end prochain. Une nouvelle alliance fait réagir la Corée du Nord qui évoque à travers son chef suprême des actes extrêmement indésirables et dangereux qui vont troubler l'équilibre stratégique dans la région Asie-Pacifique et vont déclencher une course à l'armement nucléaire, une alliance qui ne plaît pas du tout non plus à Pékin et qui inquiète les Nations Unies. Et du côté de l'Union européenne, les ministres des Affaires étrangères examineront ce soir les conséquences et les implications de ce partenariat. Une réunion est prévue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Se dirige-t-on vers une nouvelle guerre froide? C'est en tout cas la crainte d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Les conséquences de la rupture d'un important contrat de commande de sous-marins français par l'Australie continuent de se faire sentir. Car la volonté de Canberra et de Washington de renforcer leur alliance face à la Chine ravive les tensions avec les États-Unis. Antonio Guterres prévient, il faut à tout prix éviter une nouvelle guerre froide qui serait plus périlleuse que celle qui opposa Américains et Soviétiques. Les relations entre la Chine et les États-Unis sont aujourd'hui en plein dysfonctionnement. Depuis le début, lorsque je dialogue avec nos amis américains et nos amis chinois, je dis toujours « Écoutez, vous avez des systèmes politiques différents, vous avez des points de vue différents sur de nombreux domaines. Il y a inévitablement des domaines sur lesquels il y aura une confrontation. Et puis bien sûr, en partant de là, il y aura tôt ou tard deux stratégies militaires et géopolitiques avec tous les dangers que cela représente. Il y a donc un domaine de confrontation, un domaine de coopération, un domaine de négociation sérieuse, parce qu'il y a des problèmes complexes sur la table, à la fois en matière de commerce et de technologie. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que de la confrontation. Il nous faut rétablir des relations qui fonctionnent entre ces deux puissances. Sous la présidence de Trump, les griefs entre les États-Unis et la Chine étaient surtout économiques et commerciaux. L'arrivée à la Maison-Blanche d'un Joe Biden moins belliqueux laissait augurer un réchauffement des relations entre Washington et Pékin. Mais cette alliance avec l'Australie prouve le contraire et n'est pas du tout du goût de l'Empire du Milieu.
Les États-Unis et l'Australie sont en train de se liguer contre la Chine au nom de leurs propres intérêts géopolitiques. Ils ont délibérément dénigré la Chine et se sont immiscés dans les affaires intérieures de la Chine, comme ils ont semé la discorde entre les pays de la région. Nous condamnons fortement et rejetons fermement cela. Les États-Unis et l'Australie devraient suivre les tendances du développement contemporain, respecter les aspirations communes des pays de la région et renoncer à leur concept obsolète de guerre froide et de jeu à somme nulle. Ils devraient considérer correctement le développement de la Chine, cesser de s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine et cesser de faire des vagues dans la région Asie-Pacifique. Un autre pays d'Asie a vivement critiqué l'alliance Australie-États-Unis, la Corée du Nord. Le contrat américain signé avec l'Australie pourrait déclencher, selon Pyongyang, une course à l'armement nucléaire dans une région où les tensions sont déjà multiples. Et puis les autorités américaines ont commencé depuis plusieurs jours le rapatriement de centaines de migrants. Plus de 15 000 personnes originaires d'Haïti sont ramassées sous un pont à Texas. Les États-Unis ont également fermé une partie de leurs frontières avec le Mexique. Ils étaient moins de 2000 en début de semaine, mais sont aujourd'hui plus de 10 500 selon la mairie de Del Rio au Texas. Des femmes et des hommes accompagnés d'enfants venus principalement d'Haïti et qui ont traversé le fleuve Rio Grande à pied dans l'espoir d'atteindre le sol américain. Un afflux de migrants de plus en plus incontrôlable dans cette ville américaine frontalière avec le Mexique. Conséquence, la mairie a décrété la fermeture du port et du pont international qui relie les deux pays, occasionnant de longues minutes d'attente pour les voyageurs souhaitant traverser la frontière en toute légalité. C'est surprenant. C'est surprenant que les choses se passent comme ça ici, car en fait, il n'y a jamais eu de fermeture comme celle-ci. Mais franchement, j'attends ici depuis 2 heures. J'écoutais une femme là-bas qui est ici avec sa famille depuis 5 heures de l'après-midi parce qu'elle veut traverser, mais elle ne peut pas. Il faut rentrer chez soi. Face à cette situation, la population reste compréhensive. Ce pasteur a eu l'opportunité de discuter avec quelques migrants. On a vu un groupe d'Haïtiens qui cherchaient un endroit pour manger. Je pense que dans certains restaurants, ils avaient déjà terminé le service et ils cherchaient un endroit pour manger. Nous leur avons demandé pourquoi ils sont venus, s'ils savent qu'il y a cette crise en ce moment, pourquoi se risquer à cela. Ils répondent, cela n'est rien comparé à la crise que nous vivons dans notre pays. Haïti, un pays au bord du chaos, secoué par l'assassinat de son président Jovenel Moïse en juillet dernier, puis dévasté par un séisme meurtrier 1 mois plus tard. Confrontée à des conditions de vie très difficiles, la population tente donc par tous les moyens de quitter cette petite île des Caraïbes. À Del Rio, on s'attend à une nouvelle vague d'arrivée dans les tout prochains jours. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.